Bonjour les 5e A. Alors ce matin, on reprend donc comme je vous en avais parlé mardi, on reprend le texte de la chanson de Roland. Et cette fois, on va parler des héros vraiment du Moyen Âge, hein, les chevaliers. Donc la chanson de Roland, ça s'appelle comme ça puisque c'est un texte qui est écrit en hommage à Roland, qui était un chevalier, et pas n'importe quel chevalier, vous vous en doutez bien, hein, si tout un texte lui est consacré. Roland, c'est un chevalier de l'armée de Charlemagne, et il est considéré comme son meilleur chevalier, et en plus c'était son neveu, hein, donc un lien particulier. Dans ce texte-là, hein, de la chanson de Roland, alors c'est un texte qui date de fin XIe siècle, début XIIe siècle, c'est un texte qui nous est resté, hein, dont on a encore le manuscrit, mais par contre on ne sait pas qui l'a écrit. Et c'est un texte évidemment qui est tout entier à la gloire de Roland, ce chevalier. On parle de Roland, on parle aussi beaucoup d'Olivier, un autre de très bons chevaliers de la garde de Charlemagne. Dans ce texte-là, dans cet extrait, alors quasiment d'ailleurs dans toute la chanson de Roland, hein, on parle justement de l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne, puisque après avoir affronté les Sarrasins, donc les armées d'Afrique du Nord, les avoir affrontés en Espagne, donc c'est fondé sur des faits historiques, hein, l'armée de Charlemagne rentre en France, mais il laisse une arrière-garde, donc en arrière de l'armée, pour vérifier qu'il ne soit pas attaqué par derrière. Et c'est ce qui va se produire, hein, c'est ce qu'on a ici justement. Alors ces Sarrasins, hein, qui sont appelés dans le texte des païens puisque non chrétiens, hein, c'est pour ça justement on est à l'époque des guerres de religion, hein, donc c'est pour ça que ils vont s'affronter notamment, qui vont les poursuivre en quelque sorte et attaquer l'armée de Charlemagne par l'arrière. Donc heureusement qu'il y avait cette arrière-garde, et là on assiste à une discussion entre Olivier et Roland qui débattent de la conduite à tenir face à ce retour des Sarrasins. C'est une bataille qui a eu lieu, c'est une bataille historique qui a eu lieu à Roncevaux. Hein, toute la chanson de Roland parle justement de ce combat héroïque mené par l'arrière-garde des troupes de Charlemagne à Roncevaux. Roncevaux, c'est une petite ville, alors du coup qui est très connue, et qui se trouve à la frontière, donc dans les Pyrénées, à la frontière entre la France et l'Espagne. Cette bataille, historiquement parlant, hein, elle a eu lieu en 778, et on en parle, donc le texte date d'un petit peu plus tard. Et on va commencer par alors on va noter peut-être en premier le titre de la séance, que je reprends tout de suite. Donc vous notez sur une nouvelle feuille, parce que pour le coup ça n'a pas grand chose à voir avec... enfin ça a à voir parce que c'est toujours dans la séquence sur l'héroïsme, mais on n'est plus du tout dans les textes d'Homère. Donc séance 3, les chevaliers héros du Moyen-Âge, premier extrait de la chanson de Roland, puisqu'on va en voir plusieurs, dans votre manuel, page 178-179. Et une fois que vous avez noté ça, vous prenez votre manuel à la page 178, et puis ce texte, vous allez le lire et l'écouter en même temps, puisqu'on a la lecture qui est faite par un comédien. Chanson de Roland. Le sage et le vaillant. Olivier dit: les païens viennent en force, et nos Français, il me semble qu'ils sont bien peu. Roland, mon compagnon, sonnez donc votre corps. Charles l'entendra et l'armée reviendra. Roland répond: ce serait une folie. En douce France, j'en perdrais ma gloire. Aussitôt, de Durandal, je frapperai de grands coups. Sa lame enseignera jusqu'à la garde d'or. Les païens félons ont eu tort de venir au col. Je vous le jure, tous sont condamnés à mort. Roland est vaillant et Olivier est sage. Tous deux sont de merveilleux vassaux. Une fois sur leurs chevaux et en armes, jamais, dussent-ils mourir, ils n'esquiveront la bataille. Les comtes sont braves et leurs paroles fières. Les païens félons furieusement chevauchent. Olivier dit:
Roland, en voici quelques-uns. Ceux-ci sont près de nous, mais Charles est trop loin. Votre olifant, vous n'avez pas daigné le sonner. Le roi présent, nous n'aurions pas de perte. Regardez là-haut, vers l'école d'Espagne. Vous pouvez le voir, l'arrière-garde est à plaindre. Qui en est aujourd'hui ne sera d'aucune autre. Roland répond, ne dites pas ces folies. Maudit le cœur qui dans la poitrine prend peur. Nous tiendrons ferme ici sur place. Nous porterons les coups et ferons la mêlée. Voilà, donc vous avez entendu la lecture de cet extrait. Si vous avez besoin, vous reprenez un petit peu si vous voulez relire certains passages. Et ce que je vais vous demander de faire pour préparer l'analyse de ce texte, c'est les 3 premières questions. Alors on passera un petit peu plus de temps sur les 1 et 2, et puis ensuite on verra les suivantes. Mais pour le moment, donc sur l'imminence du combat, ça veut dire qu'il est déjà presque là, les 3 premières questions qui vont vous permettre de bien comprendre la situation et ce qui se passe là entre Olivier et Roland. Donc vous prenez le temps de le faire, vous le faites à la suite du cours au crayon de papier, juste en dessous du titre. Et on va reprendre ensemble la correction. Donc, selon Olivier, le combat se déroulera-t-il comme le prévoit Roland? Donc pour répondre à cette question-là, il faut déjà comprendre, relire pour trouver ce que Roland prévoit, et puis voir si Olivier est d'accord avec lui. Vous l'avez bien compris, on a une opposition dans tout ce texte, dans tout ce passage, entre les 2 chevaliers, qui ne sont pas du tout d'accord sur la démarche à avoir. Ce sont eux qui mènent cette arrière-garde, qui justement doivent prendre les décisions pour le combat. Ils ont toute la confiance de Charlemagne et on voit, donc il faut aller chercher justement le discours de chacun d'eux, donc on va chercher les passages entre guillemets, et à chaque fois vous avez des verbes introducteurs pour bien qu'on sache qui est en train de s'exprimer. Olivier dit « Les païens viennent en force et nos Français, il me semble qu'ils sont bien peu. Roland, mon compagnon, sonnez donc votre corps, Charles l'entendra et l'armée reviendra. » Roland répond « Ce serait une folie, en douce France j'en perdrai ma gloire, aussitôt de Durandal je frapperai de grands coups, Salah m'enseignera jusqu'à la garde d'or. Les païens félons ont eu tort de venir au col, je vous le jure, tous sont condamnés à mort. » Donc Olivier, on va dire qu'il est plutôt prudent, prudent, sage, raisonnable on pourrait dire, c'est-à-dire que lui, il voit qu'il y a un vrai déséquilibre dans ce combat qui s'annonce. Les Sarrasins sont bien plus nombreux qu'eux, forcément, puisque eux, c'est seulement l'arrière-garde. Tout le gros des troupes, l'armée de Charlemagne est avec lui, et donc eux sont pas assez nombreux. Il demande donc à Roland de sonner du corps pour en alerter justement l'armée de Charlemagne et lui dire qu'il y a un danger et qu'il faut revenir pour combattre et se défendre. C'est donc une conduite plutôt raisonnable. On voit bien que Roland n'est pas du tout d'accord puisqu'il répond tout de suite « ce serait une folie de faire ça ». Alors lui, il ne se place pas du tout du même point de vue qu'Olivier. Roland, on va voir qu'il y a beaucoup plus de première personne dans son discours, il parle de lui. En douce France, j'en perdrais ma gloire, donc si je faisais ça, si j'appelais du renfort, lui, il veut se battre et tuer tous les Sarrasins. Il pense effectivement que ils sont tout à fait capables. Alors lui, il parle en son nom, mais on va voir après qu'il va associer à ce combat évidemment les hommes qui sont avec eux. Alors on ne sait pas exactement combien ils sont, mais on sait qu'ils sont beaucoup moins nombreux que leurs ennemis. Vous avez donc une opposition entre deux. Roland, il refuse, et c'est plus on pourrait dire par fierté, limite par orgueil, puisque il a une réputation dans le royaume de France, et que selon lui, appeler des renforts, ce serait vraiment mettre en péril sa réputation, ce serait un signe de faiblesse, et donc il refuse. On voit bien que ils sont pas du tout sur le même
le même plan, hein. On peut dire que Olivier est raisonnable alors que Roland est très fier, peut-être un petit peu trop confiant, mais en tout cas, il ne veut pas prendre la décision qui semble pourtant la plus raisonnable et ce à quoi l'incite Olivier. C'est Roland, de toute façon, qui commande ce groupe-là, hein, donc il prend l'avis d'Olivier, mais au final, c'est lui, de toute façon, c'est lui qui va prendre la décision. On l'a ici, justement, hein. Roland est vaillant, donc courageux, téméraire. Olivier est sage, un sage plus raisonnable. Ça résume vraiment leurs deux positions ici. On va noter tout de suite la correction de cette première question. Confrontés au retour des Sarrasins, Roland et Olivier n'envisagent pas la situation de la même façon. Olivier, plus raisonnable et pessimiste, veut appeler les renforts. Roland, plus orgueilleux, refuse pour préserver sa réputation. Donc vous mettez pause, vous notez la correction. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais reprendre le texte. La deuxième question porte sur la conjugaison. Relever les verbes conjugués au futur dans les interventions de Roland. Quel effet ce discours produit-il sur le lecteur? Alors les interventions de Roland, il y en a une ici et l'autre un petit peu plus bas. Alors là c'est Olivier qui s'exprime, il faut qu'on aille tout à la fin. Roland répond, ne dites pas ces folies, etc. Donc les verbes, alors ce que je vais faire, c'est rajouter une page pour prendre le texte. Comme ça, je vais pouvoir les surligner directement avec vous. Voilà. Et donc, dans les interventions de Roland, alors on va déjà repérer là où ça se passe. C'est ici et là. Alors, il se peut qu'en arrière-plan, vous entendiez un bébé pleurer, mais pas d'inquiétude à avoir. Aucun enfant n'a été maltraité pour la réalisation de cette vidéo, hein, il n'est pas tout seul et il va bien, donc c'est pour ça que je continue de vous faire le cours. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas, mais c'est pas impossible. Donc dans ce passage là on va reprendre les verbes. Alors on vous demande les verbes au futur. Si on voit les verbes conjugués, vous avez ce serait, j'en perdrai, je frapperai, sa lame, la lame, alors Durandal, j'ai pas précisé, mais c'est l'épée de Roland. Hein, vous savez que les chevaliers ont une épée tout au long de leur vie, une épée qui n'est pas juste une épée, hein, c'est vraiment leur compagnon de combat, et c'est une épée qui est nommée à chaque fois, et dans tous les textes qui parlent des combats des chevaliers, on connaît, en tout cas les chevaliers connus, on connaît aussi le nom de leur épée. Hein, on pense évidemment à Excalibur par exemple, hein, la fameuse épée d'Arthur. Ici donc Durandal c'est l'épée de Roland. Je frapperai de grands coups, sa lame enseignera. Là on voit bien que on n'est pas, alors attendez que je reprenne vraiment l'intitulé de la question pour pas vous dire, voilà, les verbes conjugués au futur. Ceux qui sont conjugués au futur, peut-être que vous avez pris ce serait et j'en perdrai. Mais ça n'est pas du futur. Hein, alors, on va les prendre tout de suite, ceux au futur, et puis on va réexpliquer ça après. On va même noter des choses dans le cours, un petit rappel. Donc, frapperait, saignera. Là, ont eu tort, on voit bien que c'est du passé composé. Je vous le jure, c'est du présent. Tous sont condamnés à mort. Là-dessus, pas de problème. Et un petit peu plus tard, donc ne dites pas ces folies. Là, on a un impératif. Maudit le cœur qui dans la poitrine prend peur, donc ça c'est simplement du présent. En revanche, nous tiendrons et nous porterons et ferons, on a bien là des verbes conjugués au futur. Petit rappel tout de suite dans le cours,
parce que ici, ce serait et j'en perdrais, ça ressemble à du futur, mais c'en est pas. Parce que si c'en était, on aurait je perdrais, sauf que ça s'écrirait AI, comme frapperait en dessous, et être au futur, c'est pas ce serait, mais c'est ce sera. Donc c'est le radical du futur, mais avec une terminaison d'imparfait. Et en fait, ça, c'est pas du futur simple, c'est du conditionnel présent. Et on va faire tout de suite la distinction pour qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Donc pour la question 2, petit rappel dans le cours, conjugaison du futur simple. Ça se fait avec le radical du futur, qui est en fait très souvent l'infinitif du verbe, sauf pour les verbes du troisième groupe, et on rajoute les terminaisons. Et ces terminaisons, elles sont régulières. Le futur simple, là-dessus, pas de problème. Donc, le radical du verbe, c'est manger. Et on rajoute les terminaisons A-I-A-S-A, O-N-S, E-Z, O-N-T. Donc, je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, et elles mangeront. Petit exemple à côté, parce que là, c'est du futur aussi, mais avec un verbe du troisième groupe. Et on voit que le radical, c'est pas tout à fait l'infinitif, puisqu'il faut qu'on enlève le E final. Ici, hop, on pourrait tracer un trait, on va souligner avec les bonnes couleurs. Ici, le radical, et là, la terminaison. Donc, vous avez justement la séparation ici. Donc, ça, vous pouvez le rajouter à côté. Je vous laisse le temps de noter. Donc, conjugaison du futur simple, radical du futur, qui est souvent l'infinitif du verbe. On le voit là avec le verbe du premier groupe, plus les terminaisons. Vous notez ça. Et après, vous noterez dans la marge à côté, attention à ne pas confondre avec le conditionnel, qui ressemble beaucoup, mais qui a les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et il y a une différence énorme, puisque ça veut dire que là, vous avez, pour le futur simple, une certitude, quelque chose qui va se réaliser, alors que le conditionnel présent, bien au contraire, c'est qu'on a un gros doute sur la réalisation de cette action-là. Je vous prends un exemple. Ce week-end, nous sortirons avec nos amis. Ça, c'est certain. Alors, pas dans le contexte actuel, mais quand on dit ça, ce week-end, nous sortirons avec nos amis, c'est qu'on est sûr que ça va se réaliser. En revanche, quand vous avez... alors, il faut que je tourne la phrase un petit peu différemment, parce qu'en général, c'est dans un système hypothétique, mais... si mes parents étaient d'accord, nous sortirions avec nos amis ce week-end. Là, on se rend bien compte que c'est pas du tout sûr que ce soit possible. Et même, on penche plutôt pour l'inverse. A priori, ce sera pas possible. Parce que sinon, on ne dirait pas si mes parents étaient d'accord. Mais là, on voit bien justement que c'est qu'ils ne le sont pas. Donc, nous sortirions avec nos amis seulement si mes parents étaient d'accord. Et sans doute que ce ne sera pas le cas. Donc il y a une vraie différence entre les deux, il faut essayer de ne pas les confondre. Donc, une fois que vous avez noté ça, on va reprendre justement, si vous n'avez pas terminé, vous mettez pause, donc à ne pas confondre avec le conditionnel, voilà, là vous voyez tout, mettez pause, et on va reprendre la question, et donc on va reprendre le texte. Maintenant qu'on les a repérés, nos verbes au futur, on va voir justement quel est l'effet du discours sur le lecteur. On avait vu, alors je vais reprendre là en fait, puisqu'on les a déjà soulignés, voilà. De Durandal, je frapperai de grands coups, sa lame en saignera jusqu'à la garde d'or, donc c'est-à-dire qu'il va blesser tellement d'ennemis que la lame de son épée sera complètement pleine de sang. Donc jusqu'à la garde, c'est-à-dire jusqu'au manche, jusque là où on tient. En fait, dans l'épée, vous avez justement la garde, c'est ce qui fait le lien entre la poignée et la lame. Donc ici, c'est ce que je vous disais, le futur, il montre une certitude. Pour Roland, ça ne fait aucun doute, c'est comme ça que le combat va se passer.
De même, nous tiendrons ferme ici sur place, nous porterons les coups et ferons la mêlée, c'est-à-dire qu'il n'a pas de doute sur le fait que leur petit groupe de soldats va se défendre et va tenir la place face aux ennemis. Donc c'est vraiment un discours de certitude que tient Roland. Donc vous avez ici l'explication qui nous attendait. Donc là, on reprend la correction. Roland intervient donc dans les vers 5 à 10 et vers 24 à 27 avec les verbes au futur simple qui sont ceux qu'on a. Alors on peut les remettre de la même couleur du coup. Je frapperai, sa lame saignera, nous tiendrons, nous porterons les coups et ferons la mêlée. Cet emploi du futur simple montre la détermination et la confiance de Roland dans l'issue du combat. Pour lui, ça ne fait aucun doute, il semble persuadé de sa supériorité et du fait qu'ils vont gagner cette bataille. Donc, je vous laisse mettre pause pour prendre la correction. Et on termine ensemble. Alors, la troisième question. Quel changement de personne remarquez-vous entre la première et la seconde intervention de Roland? Pourquoi ce changement a-t-il lieu? Et justement, c'est ce qu'on voit là, juste après. Donc, je frapperai, sa lame enseignera. Donc, il parle de son épée, c'est lui, première personne, puis son épée. Alors que plus tard à la fin, quand il intervient, c'est « nous tiendrons ferme et nous porterons les coups et ferons la mêlée ». Alors d'après vous, comment est-ce que ça s'explique? Eh bien tout simplement parce que Roland parle d'abord en son nom, et puis au fur et à mesure de l'échange avec Olivier, il se rend compte qu'il faut quand même qu'il arrive à le convaincre, mais aussi qu'il arrive à convaincre tous les soldats qui sont sous leurs ordres que ça va bien se passer pour qu'il arrive justement à diffuser un petit peu la confiance qu'il a en lui et faire en sorte que tout le monde aille vaillamment au combat en étant convaincu de pouvoir le gagner. Parce que s'ils y vont en ayant des doutes sur leur possibilité de gagner la bataille, ils vont sans doute se battre avec un petit peu moins d'entrain. Donc en fait, entre les deux interventions, Roland essaye de convaincre Olivier et les autres, c'est-à-dire qu'il se rappelle tout à coup de son rôle de chef de guerre. Et il ne parle plus seulement en son nom, mais il essaye vraiment d'embarquer avec lui dans sa confiance tous les hommes qui sont sous ses ordres. C'est ce qu'on va noter ici assez rapidement. Le passage du jeu au nous souligne le rôle de chef de guerre de Roland. Convaincu de sa force, il essaye de motiver ses troupes en leur donnant confiance. Donc prenez le temps de noter ça. Et ensuite, je vous laisse du temps. Alors vous n'êtes pas obligé de noter pour les questions suivantes. Vous n'êtes pas obligé de les noter sur votre cours, mais vous pouvez y réfléchir. Alors, y réfléchir vraiment, essayez de faire un petit peu dans votre tête une vraie réponse en les justifiant, mais vous n'êtes pas obligé de le noter. Question 4. Pour quelle raison Olivier souhaite-t-il obtenir le secours de Charlemagne? Je crois qu'on y a déjà répondu en bonne partie. Pourquoi Roland refuse-t-il de sonner le corps? Quel trait de caractère lui découvre-t-on? On en a parlé aussi. Relevez les mots par lesquels Roland désigne les propos d'Olivier, expliquez chacun de ses jugements. Ça, pour le coup, on ne l'a pas encore fait. Et au vers 11 et 15, quels adjectifs qualifient les deux chevaliers? Quel est le rôle de ces précisions? Et puis ça, le bilan, vous pouvez aussi y réfléchir. Quels sont les deux types de héros que ce dialogue entre Olivier et Roland permet de montrer? Lequel des deux préférez-vous? Justifiez votre réponse. Donc ça va aussi avec le caractère d'Olivier et le caractère de Roland dont on a déjà parlé. Et puis la première question. Donc prenez le temps de faire ça, vous mettez pause. Et on se retrouve pour faire cette correction, pour noter dans le cours les réponses à ces questions-là. Alors, ligne 1 et 2,
Olivier juge leur nombre insuffisant face aux troupes ennemies. Il le dit très clairement. Donc il redoute une défaite rapide. Forcément, du coup, il demande à Roland d'appeler des renforts. C'est vraiment ce qui semble le plus logique. C'est logique qu'ils soient moins nombreux puisque ça n'est que l'arrière-garde. Et face à une armée beaucoup plus nombreuse, et bien évidemment qu'il serait nécessaire d'appeler des renforts. Surtout que l'armée de Charlemagne n'est pas encore très loin. On l'a dit, c'est par orgueil, par fierté, que Roland refuse de compromettre sa réputation. Et donc il refuse de sonner du corps pour appeler des renforts parce que il se dit, qu'est-ce qu'on va penser? On va penser que je manque de courage, que je suis faible si j'appelle des renforts. Alors, on peut parler peut-être plus d'orgueil que de fierté, parce que du coup, là c'est un peu négatif quand même comme comportement. C'est-à-dire que ça ne le regarde pas que lui. Il va évidemment mettre en péril tous les soldats qui sont sous ses ordres, pour défendre sa réputation, sa propre réputation. Donc c'est discutable, évidemment. On a tendance toujours à valoriser le courage et la bravoure des chevaliers, mais justement ça c'est un petit peu ce qui va avec la dernière question, la 8, c'est quand même à mettre dans la balance avec le comportement beaucoup plus raisonnable et sage d'Olivier. Alors, par rapport au jugement que porte Roland sur les propos d'Olivier, il dit à plusieurs reprises, ligne 5, vers même on pourrait dire 5 et 24, il parle d'une folie, en reprenant les mots d'Olivier. Pour lui, c'est complètement inconcevable. Il l'accuse en fait d'être lâche en quelque sorte. Pour lui, c'est absolument pas le comportement à avoir non seulement d'un chevalier, mais encore moins d'un chef de guerre. Donc là-dessus, on voit bien qu'ils sont en opposition totale. Et puis, pour terminer, les adjectifs qu'on retrouve, c'est vaillant, sage, brave, pour parler des chevaliers. Évidemment que ce sont des adjectifs mélioratifs, c'est-à-dire positifs, puisqu'ils sont là pour souligner le courage des chevaliers et leurs qualités respectives. On a vu qu'ils n'avaient pas les mêmes, mais ils en ont tous les deux. L'auteur insiste évidemment sur l'héroïsme des personnages. C'est son rôle. Il raconte cette bataille comme un témoin pour mettre en valeur l'héroïsme des chevaliers dont il parle. Et même s'il discute un petit peu du comportement des uns et des autres, il n'empêche qu'il va toujours mettre en valeur leur qualité. C'est tout le principe de ces textes justement médiévaux à la gloire d'un chevalier. C'est vraiment de raconter ses prouesses, de faire en sorte que tout le monde soit au courant des exploits guerriers qu'ils ont menés. Donc forcément, on va les mettre en valeur. Et on verra que la figure du héros, elle se fait surtout par la façon dont on en parle. Alors, il vous reste une bonne synthèse à noter. Cet extrait de la chanson de Roland montre que le texte est au service de la valorisation des personnages. L'auteur raconte leurs exploits guerriers en soulignant leur qualité et leur courage, ce que je viens de vous redire. Et précision, il s'agit d'une chanson de geste. Ce texte, c'est particulier. La chanson de geste, c'est propre au Moyen-Âge. Ça s'appelle chanson parce que c'est versifié. C'est un texte médiéval écrit en vers et qui était récité par les troubadours pour compter les actes héroïques des chevaliers. Donc dans tous les royaumes où ils passaient, dans tous les châteaux, les troubadours ou les ménestrels, suivant la région de France dont on parle, ils racontaient les exploits des uns et des autres, et c'est comme ça que se faisaient justement les réputations des chevaliers. C'est comme ça qu'on était au courant des exploits guerriers des uns et des autres. Alors, une petite précision là-dessus, chanson de geste, ça vient du latin, et ça veut dire exploit guerrier. Ça veut pas dire que c'est une chanson qui est mimée, c'est pas geste au sens de mouvement. C'est vraiment une chanson à la gloire des exploits guerriers d'un chevalier.
La chanson de geste, c'est ça que ça veut dire. Donc ça, notez-le bien, parce qu'il y a souvent un contresens qui est fait sur cette appellation. Voilà, donc ça fait déjà pas mal pour aujourd'hui. On reprendra d'autres extraits de cette chanson de Roland la prochaine fois. Et d'ici là, passez un excellent week-end et profitez du beau temps avant que ça change. Bonne fin de journée!